Abderrahim Bouzelmat, Sofiane Méziani, De l'homme à Dieu, voyage au cœur de la philosophie et de la littérature. Chapitre 1 de l'homme. Abderrahim Bouzelmat. Ouvrons cette longue discussion par la question de l'homme, puisqu'elle est, depuis toujours, au centre des préoccupations des philosophes et des écrivains. Souvent, en philosophie, on débat de la place de l'être humain dans l'univers et par rapport au reste du monde. Mais puisque la parole m'est donnée en premier, j'aimerais passer par une autre considération tout aussi grave. L'homme, est-il bon ou mauvais ? J'ai lu l'autre jour une pensée de Pascal qui m'a effrayée. Ouvrez les guillemets. Que le cœur de l'homme est creux et plein d'ordures. Fermez les guillemets. Voilà une affirmation qui nous prend au collet. Comment l'interpréter ? Je l'ignore. J'espère seulement que l'auteur des Provinciales s'est trompé là-dessus. Mais ce qui demeure certain, c'est qu'elle nous ébranle en dedans. Durant ce même siècle de littérature classique, Molière consacre sa pièce la mieux réussie pour beaucoup, à savoir le Misanthrope, à la question de l'homme vis-à-vis duquel il présente une critique complète et surtout très sévère. Quand il publie ce chef-d'œuvre de la littérature en 1666, on sait que l'auteur des Précieuses ridicules traverse depuis plusieurs mois une période sombre de sa vie. Les 2 années précédentes l'ont épuisé à cause de l'acharnement que 2 de ses plus belles pièces, le Tartuffe et Don Juan, lui ont valu. Il est malmené également au niveau de la santé, de l'amour et de sa carrière. C'est donc au milieu de ces malheurs que ce cœur blessé écrit sa vision de l'homme où il le condamne par la bouche d'Alceste. L'hypocrisie humaine, ses basses complaisances, sa morale chancelante, les mauvaises mœurs de la société, les comportements de surface, les vices du temps, tout est dénoncé. En voici un extrait. Philinte dit : tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion ? Encore en est-il bien dans le siècle où nous sommes. Alceste répond : non, elle est générale, et je hais tous les hommes, les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants, et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Tête bleue, ce me sont de mortelles blessures, de voir qu'avec le vice on garde des mesures, et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Fin de l'extrait. La condamnation est sans appel, et Molière connaît désormais parfaitement les hommes pour écrire de telles choses. Cependant, après ce triste constat, quelle position adopter ? Alceste parle de fuir dans un désert, quand Philinte choisit la voie de la sagesse. Ouvrez les guillemets. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Fin de citation. Je suis de ceux qui adhèrent aux propos de Philinte. Il se pourrait que même Molière le soit. On ne peut pas réinventer l'homme. Il est ce qu'il est, et ce depuis toujours. Immonde quelquefois, héroïque des fois, étonnant toujours. La critique de l'homme parcourt l'ensemble du corpus littéraire et philosophique. S'il y a une chose sur laquelle tous sont d'accord, c'est que l'homme peut faire mal, très mal quand cela lui prend, et cela lui prend souvent justement. D'où viendrait donc sa méchanceté gratuite ? Les guerres se renouvellent sans cesse, tout semble être fondé sur la violence, et sans ça, les fictions d'Hollywood ne voudraient pas grand-chose. Selon bien des philosophes, la guerre arrive en tête des absurdités des hommes, et Voltaire, dans le dernier chapitre de Micromégas, comme dans son article Guerre, a beaucoup insisté sur la folie qui les sous-tendait quasiment toutes.
Avant lui, les moralistes comme La Rochefoucauld avaient fait de même, tout comme Albert Cohen bien après. Il s'agit à chaque fois, grâce à l'arme de l'ironie, de montrer à quel point les hommes peuvent être ridicules dans les raisons qui alimentent leur cruauté les uns vis-à-vis des autres. Dans l'œuvre de Voltaire, lorsque Micromégas, ce géant venu d'un autre point de l'univers, recherchant le bonheur et pensant enfin le voir chez les hommes, se retrouva en face de l'un des philosophes, ouvrez les guillemets, plus franc que les autres, qui lui avoua de bonne foi que si l'on en excepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, les philosophes et les hommes de raison, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants et de malheureux. Fermez les guillemets. Ici, Voltaire rejoint le pessimisme molièresque et constate amèrement sous les yeux du lecteur combien l'homme peut être malfaisant à l'égard de sa propre espèce. Comment dès lors faire pour contrecarrer cette inclination au sang, au feu et à la destruction ? Maïmonide, philosophe juif d'expression arabe de l'Andalousie musulmane du XIIe siècle, livre quelques clés dans son Guide des égarés. Il fait de l'ignorance la source de tous les maux. Nous le citons. Ces grands maux que les hommes s'infligent les uns aux autres à cause des tendances, des passions, des opinions et des croyances, découlent tous d'une privation. Car tous, ils résultent de l'ignorance, c'est-à-dire de la privation de la science. Les partis d'entre les hommes, chacun selon la mesure de son ignorance, s'infligent à eux-mêmes et aux autres des maux qui pèsent durement sur les individus de l'espèce humaine. S'ils possédaient la science, ils seraient empêchés de se faire aucun mal à eux-mêmes et aux autres. Fin de citation. Grâce à cette affirmation, Maïmonide déconstruit plusieurs siècles à l'avance cette mauvaise théorie de certains penseurs actuels qui voudraient voir dans les religions la source des brutalités et des divisions, et partant d'une forme de violence qui serait intrinsèquement liée à l'univers de la foi. Les fidèles qui commettent des actes de barbarie et qui les font assumer à leur religion sont en réalité à 100 lieues de comprendre la substance du message de leur foi et n'ont assurément pas besoin de religion pour être fanatisés. Maïmonide avait raison. En combattant le mal de l'ignorance à sa source, on éviterait bien des catastrophes. Si les apprentissages, la science et les connaissances prônées par Maïmonide sont cruciaux dans l'apaisement des relations humaines, d'autres attitudes chez l'homme pourraient également être salutaires à sa cause. Faisons donc un bond de quelques siècles dans le temps et atterrissons à l'époque du romantisme de Gérard de Nerval. L'auteur des Chimères, recueil poétique qui n'est pas donné à déchiffrer au premier venu, s'adresse à l'homme dans un magnifique sonnet dont voici la première strophe. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant, dans ce monde où la vie éclate en toutes choses, des forces que tu tiens ta liberté dispose, mais de tous tes conseils l'univers est absent. Tout est dit. L'homme devrait revenir à un peu plus de modestie, vu que sa vie dépend de ce qui l'entoure, alors que l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Dans un très beau livre de Roger Garaudy, Comment l'homme devint humain, vaste panorama des plus belles œuvres humaines en matière d'art et auxquelles toutes les civilisations ont participé à travers les siècles. L'auteur montre que seule l'entreconnaissance et l'art rendent vraiment l'homme humain et au-delà intéressant. Sofiane Méziani. En effet, Garaudy, dans cet ouvrage, explique que les problèmes de l'humanité ne se résoudront que si nous parvenons à instaurer un dialogue des civilisations, le temps du monologue culturel de l'Occident étant révolu. Plus précisément, il entend changer la perspective de l'histoire, laquelle n'est perçue que sous le prisme de la culture européenne, comme si l'Occident avait été la seule force créatrice des valeurs en considérant aussi les cultures de l'Inde, de la Chine, de l'islam, de l'Afrique. Le livre retrace, par le verbe et l'image, la trajectoire de la civilisation humaine en offrant une vue panoramique sur le monde
à partir de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique et de tous ceux qui ont contribué à son façonnement. Il ne s'agit pas pour Garaudy de nier l'apport de l'Occident, mais de combattre le préjugé classique selon lequel la culture gréco-romaine et la tradition judéo-chrétienne seraient les seuls repères de l'humanité. Autrement dit, il conteste l'hégémonie culturelle occidentale en offrant d'autres perspectives, d'autres façons non moins développées de se tenir devant le monde. Ce n'est donc, selon Garaudy, que par un dialogue des civilisations, une interaction culturelle, que l'on peut assurer une existence sereine et apaisée sur Terre. Garaudy, au fond, aspire à une révolution qu'il définit comme un changement radical des fins et des valeurs. La révolution n'est pas, à ses yeux, une bourrasque de violence, ni un simple changement des équipes au pouvoir, c'est une mutation profonde du sens de la vie et de l'histoire. Permets-moi, cela dit, de revenir sur Pascal, que tu cites d'entrée de jeu, car la question de l'homme est au centre de son œuvre posthume, Les Pensées, qui n'est rien d'autre qu'une apologie de la religion chrétienne adressée aux libertins et aux incroyants. Le caractère inachevé de cette œuvre, laissée à l'état de chantier, conduit le lecteur à réfléchir sur la condition humaine exposée dans des aphorismes aux multiples éclats, limpides, complexes, incisifs, lapidaires. Le désordre des fragments n'est sans doute pas sans signification. Il reflète le chaos de la condition humaine. Les Pensées commencent par dresser un portrait de l'homme, un homme aux diverses contradictions, énigmatiques, avant d'esquisser la voie tracée par la Bible, celle qui conduit à la félicité. L'adhésion du cœur au christianisme comme réponse à la misère de l'homme, c'est de cela qu'il s'agit. Ouvrez les guillemets, misère de l'homme sans Dieu, félicité de l'homme avec Dieu. Fermez les guillemets. Contrairement à Spinoza dans son Éthique, Pascal parle de l'homme pour arriver à Dieu. Il s'agit plus clairement de s'aventurer dans le cœur de l'individu pour donner du souffle à l'élan originel qui l'habite et ainsi l'affranchir de sa misère. La considération de l'homme, donc, comme point de départ. En d'autres termes, Dieu ne s'impose pas. C'est l'homme qui, en constatant sa misérable condition, réclame sa bonté et sa miséricorde. Dans l'œuvre de Pascal, l'homme est décrit comme un être en mouvement, de nature changeante et paradoxale. Nous citons « Quelle chimère est-ce donc que l'homme ? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige ! Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. » Fin de citation. Et c'est à partir de ce paradoxe de la nature humaine, de ces contradictions, que l'apologiste chrétien édifie toute sa pensée et fraye le chemin qui conduit à la félicité. L'homme n'est ni bon ni mauvais par nature, il est les deux à la fois. Il est ange et bête. L'écriture pascalienne, en ce sens, comme le soulève Pierre Magnard, ne manque pas de contraste. Les images s'entrechoquent en permanence, lumière et ombre, grandeur et misère, chair et esprit, nature et grâce. Ce jeu de contraste ne relève aucunement, sous la plume de Pascal, d'un effet de style ou d'un pur procédé rhétorique, mais d'un paradoxe réel qui anime l'homme. Pascal exprime au fond le vertige de l'existence humaine déséquilibrée par les forces opposées qui la déterminent, celle qui l'élève et celle qui la précipite. Son œuvre est d'ailleurs constamment traversée par des expressions qui traduisent la déchéance humaine. Abaissement, bassesse, gouffre, précipice, abîme, chaos. Autrement dit, l'homme est tombé de son vrai lieu. Et pour fuir l'ennui, l'inquiétude et l'inconstance que produit ce vertige, l'homme trouve refuge dans le divertissement, c'est-à-dire dans tout ce qui le détourne de son salut. Ouvrez les guillemets. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Fermez les guillemets. Ainsi lance-t-il dans une forme lapidaire, ouvrez les guillemets,
Un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Fermez les guillemets. Pascal pointe du doigt les hommes qui se divertissent pour échapper à leur triste réalité. Ceux qui, plus clairement, s'occupent de différentes façons pour éviter de penser à leurs misérables conditions. Or, aux yeux de l'apologiste chrétien, ce qui fait la grandeur de l'homme, ce roseau pensant, c'est précisément la conscience de sa propre misère. Nous citons : La grandeur de l'homme est grande en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre ne se connaît pas misérable. C'est donc être misérable de se connaître misérable, mais c'est être grand que de connaître qu'on est misérable. Fin de citation. Aussi distingue-t-il 3 ordres caractérisant la condition de l'homme que l'on peut à certains égards apparenter à une célèbre tradition du prophète, sur lui soit la bénédiction et le salut, qui articule le message de l'islam en 3 temps. El-Islam, le culte, El-Iman, la foi, El-Ihsan, l'excellence. Dans un long aphorisme, en effet, Pascal distingue l'ordre des corps, biens matériels, richesse, jouissance mondaine. L'ordre des esprits, philosophes, savants, et l'ordre de la charité ou du cœur, sainteté. Nous citons : Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens de l'esprit. Ce sont 3 ordres différents de genre. Fin de citation. En effet, il y a l'homme qui vit que par le corps et les sens, celui qui agit uniquement selon sa raison. Enfin, l'être qui chemine à la lumière de son cœur. Dostoïevski reprend cette typologie dans Les Frères Kamarasov, à travers ses 3 personnages principaux. L'exubérance des sens de Dimitri, la raison critique de Ivan et enfin la pureté du cœur d'Alyosha. Il s'agit au fond de 3 expressions différentes de l'existence humaine, par la voie des sens, de la raison ou du cœur. Au fond, Dimitri, Ivan et Alyosha ne sont qu'un seul et même homme, un homme autrement dit animé par une tension intérieure, un conflit permanent entre son corps, sa raison et son cœur. Dire donc que l'homme est bon ou mauvais par nature, c'est faire fi de la complexité et de la tension qui le détermine. Sans paradoxe, l'homme n'est pas homme, il est ange ou bête. Au fond, je dirais qu'un être humain est un être en souffrance, un être qui souffre des paradoxes et des contrastes qui le déterminent. Le personnage célèbre de Goethe, Faust, illustre parfaitement cette tension inhérente à l'homme. En effet, ce héros assoiffé de connaissances est confronté à une sorte de tiraillement entre d'un côté les aspirations maléfiques de Méphistophélès et de l'autre les aspirations pures et innocentes de Marguerite. Méphistophélès et Marguerite, en d'autres termes, personnifient le paradoxe, la tension entre le bien et le mal qui habite l'être humain. Abderrahim Bouzelmat. Le problème de ces contraintes, de ces contrastes dont tu parles, pose la question de la liberté que je te propose de discuter un peu plus loin. Pour en finir avec cette question sur l'ordre moral de l'homme, il me semble que Michel Terestchenko, dans son fameux livre « Un si fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien » paru en 2005, bat en brèche la vieille considération de saint Augustin qui fait de l'égoïsme le fond naturel de l'homme. Terestchenko, à partir de véritables enquêtes sur le terrain, montre combien des hommes qui ont été héroïques à des moments tragiques de l'histoire humaine ont puisé leur état d'esprit qui plonge ses racines dans les instants tendres de l'enfance.
Ces héros ne sont pas des exceptions ou des surhommes, mais simplement des gens qui ont agi de manière naturelle et qui ont construit cette personnalité bienfaisante à partir d'une éducation faite d'affection et de bons égards au sein de la cellule familiale. Toute la thèse qui promeut la dureté à l'égard des enfants pour en faire des hommes vole en éclats ici. Car l'enjeu est la question de demeurer humain dans les pires circonstances. Et les enfants qui ont été respectés jusqu'au bout dans leurs années de fragilité ont su garder l'authentique bonté humaine dont avait besoin l'humanité au moment de basculer dans la barbarie. L'éducation de ces justes, faite de confiance et portée sur le partage et l'aide, demeure donc un modèle si l'on veut réellement assurer l'avenir de notre espèce. Pour son rigoureux sens de l'analyse, l'œuvre de Terestchenko mérite vraiment que l'on s'y arrête. Saint Augustin n'était donc pas tout à fait exact dans ses réflexions, car l'égoïsme ne semble pas être un état intrinsèquement lié à la nature humaine. Les contre-exemples abondent, et si l'on voulait, on en saturerait notre texte. Pour le moment, je voudrais à mon tour introduire une réflexion neuve dans notre entretien et sur laquelle je te demanderai de réagir. Dans un passage de la première partie de La Peste, publié en 1947, soit quelques années après la terrible tragédie humaine, Albert Camus établit une analogie des comportements humains face aux fléaux qui nous tombent sur la tête, qu'il s'agisse de la peste ou des guerres. Lorsque l'effroyable catastrophe débarque à Oran et lorsqu'on entend pour la première fois le mot peste, le premier à ne pas y croire est le docteur Bernard Rieux lui-même. Le lecteur est alors en droit de se demander ce qu'il doit penser du comportement du reste de la population, si les spécialistes des maladies eux-mêmes nient et se détournent des catastrophes qui viennent les défier jusqu'à leur porte. Au travers de cet avènement, de la peste, dans l'extrait en question, Camus pose tout le problème des comportements des hommes face aux tragédies qui traversent leur histoire. Que ce soit pour une guerre ou pour la peste, le réflexe est un rejet de la vérité, une négation des faits. L'auteur natif d'Alger écrit, ouvrez les guillemets, « Il y a eu dans le monde autant de peste que de guerre. Et pourtant, peste et guerre trouvent les gens toujours aussi dépourvus. Le docteur Rieux était dépourvu, comme l'étaient nos concitoyens, et c'est ainsi qu'il faut comprendre ses hésitations. C'est ainsi qu'il faut comprendre aussi qu'il fut partagé entre l'inquiétude et la confiance. Quand une guerre éclate, les gens disent « ça ne durera pas, c'est trop bête ». Et sans doute, une guerre est certainement trop bête, mais cela ne l'empêche pas de durer. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. Nos concitoyens à cet égard étaient comme tout le monde. Ils pensaient à eux-mêmes. Autrement dit, ils étaient humanistes. Ils ne croyaient pas au fléau. Le fléau n'est pas à la mesure de l'homme. On se dit donc que le fléau est irréel, c'est un mauvais rêve qui va passer. Mais il ne passe pas toujours, et de mauvais rêve en mauvais rêve, ce sont les hommes qui passent, et les humanistes en premier lieu parce qu'ils n'ont pas pris leurs précautions. Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout. Et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ceux qui supposaient que les fléaux étaient impossibles. Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment auraient-ils pensé à la peste qui supprime l'avenir, les déplacements et les discussions? Ils se croyaient libres et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Fermez les guillemets. Il me semble que l'on devrait toujours relire ce passage avec une attention redoublée. La limite des hommes face à une catastrophe qui menace leur propre existence trouve d'abord sa justification dans leur négation, qui plonge ses racines dans le terreau empoisonné de l'orgueil. Camus parle d'une absence de modestie. Je tends à croire que cela est vrai. Les hommes, à cause de leur égoïsme, oublient que leur avenir passe par des actions communes, et au premier abord celle qui consiste à se prémunir contre un fléau qu'il soit d'origine humaine, une guerre, ou naturel comme la peste. L'auteur du cycle de l'absurde s'en prend donc ici à l'absence de la responsabilité de l'homme et le rend coupable de ce qui lui arrive.
Camus, qui écrit après les deux grandes guerres à l'histoire pour lui, Camus, qui écrit après les deux grandes guerres, a l'histoire pour lui. Il est donc temps pour nous de relire La Peste autrement et surtout de l'expliquer différemment à nos élèves qui pensent encore que la bonne lecture de ce roman ne leur servira qu'à réussir l'un des examens du bac. Mais il y a encore plus inquiétant que La Peste de Camus. Bardamu, double romanesque de Céline dans Voyage au bout de la nuit, publié quelques années auparavant, en 1932, nous embarque en tant qu'anti-héros dans des aventures au goût de la nausée au travers de 3 continents. L'Europe, de la France, l'Afrique, puis les États-Unis d'Amérique à l'ère du plongeon définitif de l'Occident dans la modernité. L'absurdité des hommes, face à laquelle ils prônent la lâcheté comme réponse immédiate, se révèle être en réalité une posture qui interroge plus profondément le lecteur sur les réalités d'un univers sombre et cauchemardesque qui s'oublie. Voyage au bout de la nuit est un voyage au bout de la mort mené par Robinson, le double de Bardamu. Cette mort qui obsède l'écriture célinienne interroge l'homme sur le sens qu'il donne à sa vie et révèle la profonde disgrâce dans laquelle tombe volontairement l'humain, l'avènement du capitalisme ayant été l'événement de trop qui entérina cette déchéance recherchée. Céline annonce, ouvrez les guillemets, « La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. » Fermez les guillemets. Eu égard à cette vérité, l'homme devrait se comporter autrement. Mais comme l'avait annoncé Camus, le commun des mortels, orgueilleux par essence, refuse la vérité, qui finit pourtant par lui couper à chaque fois et de manière inévitable le chemin. La réponse serait donc de partir de la mort pour arriver à la vie et en saisir le sens. Connaissons la fin, étant plus familier avec elle, on devrait repenser les chemins de notre existence. Les fléaux seraient enfin regardés de face et l'homme accéderait finalement à la modestie. La modestie, en effet, c'est tout ce dont a besoin l'homme pour améliorer sa vie. Camus paraissait avoir raison sur ce point. Sofiane Méziani. C'est bien plus qu'une question de modestie chez Camus, c'est une question d'amour et de sagesse. L'auteur de La Peste est un écrivain qui s'est longuement interrogé sur le sens de la vie et sur la responsabilité de l'homme sur Terre. C'est un homme qui s'est construit dans la douleur et dont les souffrances quotidiennes ont été pour lui de véritables sources d'interrogation. Il a 1 an quand son père rend l'âme et 7 lorsque la maladie emporte sa mère. En 1930, il contracte la tuberculose. La maladie est pénible, menaçante. Il grandit dans un milieu très modeste et, à défaut d'argent, il vivra quelque temps sous l'aile de sa belle-mère, ce qu'il ne supporte pas. En plus de cela, sa femme Simone se drogue et menace en permanence de se suicider. La vie de Camus ne manquait pas d'épreuves. Je crois que, quand on a en tête sa biographie, on saisit mieux les interrogations que suscite en filigrane son œuvre. C'est un écrivain sensible. Malheureusement, on en fait souvent une lecture superficielle et parfois biaisée. Tu fais donc bien de t'y arrêter, ne serait-ce que pour renouer avec la profondeur de ses textes. L'œuvre de Camus s'articule en effet en 3 temps, ou plutôt 3 cycles. L'absurde, la révolte et l'amour. Chacune de ces thèses philosophiques, hormis la dernière car son accident mortel de voiture laissa l'ébauche de son 3e cycle inachevé, est illustrée par un roman et une pièce de théâtre. En effet, la question de l'absurde traitée dans le mythe de Sisyphe est illustrée par le roman L'étranger et la pièce Caligula. Celle de la révolte abordée dans L'homme révolté est quant à elle représentée par La Peste et Les Justes. Et chacune de ces idées est incarnée par un personnage mythique. Sisyphe pour l'absurde, Prométhée pour la révolte et Némésis pour l'amour. Dans un premier temps, Albert Camus fait état de l'étrangeté que chaque être
peut ressentir dans le monde auquel il appartient. Nous citons: dans un univers soudain, dit-il de façon déterminante dans le mythe de Sisyphe, privé d'illusions et de lumière, l'homme se sent un étranger. Fin de citation. Tout homme qui cherche un sens dans le labyrinthe de l'existence humaine se heurte à ses propres murs. L'être humain reste étranger à la vie. Meursault, le narrateur de L'étranger, demeure totalement insensible et indifférent au télégramme annonçant le décès de sa mère. Ouvrez les guillemets. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Fermez les guillemets. Pareillement, au sommet du récit, lorsqu'il tirera à 4 reprises sur cet arabe inconnu sous la lumière brutale du soleil de la plage d'Alger, il n'éprouvera aucune émotion, comme lorsqu'il est, une fois condamné à mort pour ce crime, enfermé dans sa cellule. Aucun sentiment de révolte ni de peur. C'est un personnage creux, sans vie intérieure. La même étrangeté entoure Clamence, le narrateur de La Chute, bien que lui, à l'inverse, témoigne d'une vie intérieure mouvementée à travers ses monologues interminables. Ce que Camus met en exergue dans son premier cycle, c'est le désert de la vie, l'absurdité de l'appel au sens dans un monde qui en est dépourvu. Meursault ne prend pas la vie au sérieux, il donne l'impression, comme le remarque Sartre en 1943 dans la revue Cahiers du Sud, d'être ni bon ni mauvais, ni moral ni immoral. Plus encore, l'écrivain Atiq Rahimi voit dans L'étranger un état bouddhiste. Cette indifférence, en effet, ou ce regard objectif sur les êtres et les choses, est la condition dans la tradition bouddhiste pour atteindre la vérité. Il en va de même, avec peut-être une certaine nuance dans le message de l'islam, qui notamment à travers un aphorisme du prophète, sur lui la paix et les bénédictions de Dieu, invite l'homme à être comme un étranger ou un passant sur terre. D'ailleurs, le rêve philosophique de Camus tel que formulé dans ses carnets est de concilier le sage hindou et le héros occidental. La figure de Meursault est contrastée dans l'œuvre de Camus par celle de Caligula qui, lui, représente l'excès, la folie, la passion du meurtrier insensible. L'absurde évoque le divorce consommé entre l'homme et le monde. Camus n'adhère pas au cosmos grec, ni aux systèmes modernes qui ont tenté de trouver l'unité à partir d'un principe unique, Dieu, Leibniz, l'esprit, Hegel, ou la martyre de Marx, selon une dialectique qui harmonise les contradictions. Bref, il refuse tout saut dans l'immanence, pour reprendre la formule de Comte-Sponville, au même titre qu'il reproche le saut dans la transcendance de Kierkegaard. Au fond, chez Camus, l'absurde n'est pas absence de sens, c'est la rencontre paradoxale entre l'homme et le monde. Il se situe précisément dans l'écart qui creuse leur séparation. Ouvrez les guillemets. L'absurde est essentiellement divorce. Fermez les guillemets. Ce n'est donc ni l'homme ni le monde qui est absurde, c'est leur face-à-face. Ouvrez les guillemets. Il naît de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Fermez les guillemets. On peut noter aussi, comme le constate le philosophe Jean-François Mattei, que Camus emploie 2 métaphores pour évoquer l'absurde. La visibilité et le silence du monde. L'absurde se trouve à la fois dans la pesanteur du silence que le monde renvoie en réponse à nos interrogations et dans cette épaisseur de visibilité qu'offre le monde à travers ses paysages. La mer, les montagnes, le soleil semblent nous communiquer des signes, nous murmurer des paroles que nous ne parvenons pas à décrypter. C'est plus profondément le désir d'éternité face aux aguets de la mort, cette incompréhension de l'homme devant son impuissance à pérenniser sa vie. Ainsi, quelle que soit la dureté de la vie, l'homme doit, faute de choix, coïncider avec elle. Et le poids de la vie est trop lourd pour être répété chaque jour à l'instar de Sisyphe. C'est pourquoi, selon Camus,
ouvrez les guillemets, il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux. C'est le suicide. Fermez les guillemets. Seulement, l'absurde chez Camus n'est qu'une position de départ qui tend à être dépassée par la révolte. Faisant une allusion explicite au cogito cartésien, Camus fonde une morale sur la saisie intuitive de la révolte. Ouvrez les guillemets. Je me révolte, donc nous sommes. Fermez les guillemets. Une révolte qui remet en cause l'histoire et s'élève contre les injustices de ce monde. À la différence du cogito de Descartes qui renvoie à soi, donc je suis, la démarche de Camus l'amène vers les autres. Donc nous sommes. Ainsi, cette révolte chez Camus s'articule en deux temps. Elle dit non aux injustices et elle dit oui au geste de l'amour. C'est un balancement entre le refus et le consentement. Le suicide dans la question de l'absurde est un refus de la vie et un consentement à la mort. La révolte, quant à elle, c'est le refus de l'injustice et le consentement à l'humanité. Camus nous décrit aussi dans un jeu de contraste un homme tiraillé de deux côtés, constamment partagé entre oui et non, mesure et démesure, l'envers et l'endroit. Autrement dit, en refusant les injustices humaines et le silence du monde, on consent à la beauté de l'univers et à la justice des hommes. L'absurde de ce fait ne saurait faire de Camus un nihiliste. La négation est un point de départ. Le dernier mot est celui du oui et de la sagesse. Ouvrez les guillemets. L'homme révolté est un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès ses premiers mouvements. Fermez les guillemets. C'est entre l'abîme du oui et celui du non que Camus ne cesse de se maintenir. Il se situe dans la pensée de midi, celle de la mesure qui trouve son modèle dans l'équilibre cosmique de l'ombre et du soleil, du jour et de la nuit. Cependant, faut-il préciser au passage que Camus distingue la révolte de la révolution, laquelle à ses yeux finit toujours par trahir ses propres idéaux de justice. Aussi va-t-il se démarquer de Marx et des communistes. Les horreurs du XXe siècle perpétrées avec l'aide de la science et de la technique l'empêchent de croire à toute idée de progrès. D'ailleurs, la parution de L'homme révolté va susciter de vives réactions, parfois acerbes dans son milieu naturel, la gauche. Camus, dès ses premiers engagements politiques, resta en porte-à-faux avec la gauche dont il dénonçait une espèce de schizophrénie et une indignation. Qu'à heure fixe et à sens unique. Camus a interrogé le monde, l'homme et leur interaction dans une œuvre structurée et cohérente. Ouvrez les guillemets. J'avais un plan précis quand j'ai commencé mon œuvre. Je voulais d'abord exprimer la négation. Sous trois formes romanesques, ce fut l'étranger, dramatique Caligula, le malentendu idéologique, le mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif sous trois formes encore. Romanesque, la peste, dramatique, les justes, idéologique, l'homme révolté. J'entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l'amour. Fermez les guillemets. L'absurde, la révolte et l'amour, le non du monde à l'homme, l'absurde, le non de l'homme au monde, la révolte, et le oui ultime de la paix, l'amour. Pour Camus, la seule réponse à l'absurdité de la vie, c'est la solidarité comme illustrée dans La peste. Plus clairement, il s'agit de passer de l'attitude solitaire de Meursault à la démarche solidaire de Rieu. Une seule lettre les sépare, celle qui est au cœur du mot et qui donne sens au mot MAUX. Abderrahim Bouzelmat. Le courant philosophique existentialiste, associé surtout à la forte personnalité de Jean-Paul Sartre, qui entraîna dans son sillage Simone de Beauvoir, a trouvé un terrain d'expression très favorable dans la littérature. Qu'on le veuille ou pas, Camus et Sartre ont directement influencé le nouveau théâtre qui naît à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Il faut bien avoir en tête le contexte historique de l'époque. Volonté de dépasser le nazisme,
les atrocités de la Seconde Guerre, sentiment de honte engendré par la collaboration, menaces nucléaires, pour comprendre ce qui sous-tend les pensées des différents auteurs pour qui les romans à la Balzac sont définitivement à bannir. Céline, largement influencée par Zola, livre une phrase qui pourrait bien résumer la direction dans laquelle évoluent désormais les auteurs du XXe siècle. Ouvrez les guillemets. Nous travaillons à présent pour la sensibilité et non plus pour l'analyse. Fermez les guillemets. Il faudrait dire une bonne fois pour toutes ici que le XXe siècle fut au niveau des bouleversements politiques, avec ses guerres et la chute de son mur économique, crash de 1929, scientifique comme au niveau des idées, un siècle sans commune mesure. Dans les toutes premières années du siècle, en 1905 exactement, Albert Einstein formule sa théorie de la relativité et balaye toute la vision que l'homme avait de l'univers, image euclidienne, et ouvre la voie à toutes les remises en cause possibles. Dans les sciences humaines, le XXe siècle a fait de la sociologie, de l'ethnologie, de la psychanalyse et de la linguistique des sciences authentiques. Par ailleurs, les mutations à l'œuvre sont très profondes, les bouleversements sans répit, et on comprend dès lors mieux toute la nausée ressentie par certains grands écrivains qui eux-mêmes connaissent un moment la crise des esprits. Pour revenir au nouveau théâtre, il y a une pièce qui m'a particulièrement bouleversée et dont j'aimerais parler ici. Il s'agit de Rhinocéros d'Eugène Ionesco. La première fois que j'ai lu cette pièce, je me suis juré de la mettre chaque année au programme littéraire de mes classes. Il me semble que la dite pièce n'a pas toujours été comprise, ou en tout cas n'a pas reçu les égards mérités. À mon sens, elle révèle d'une lumière inégalée toutes les fragilités et au-delà les lâchetés humaines qui ont fait ces misères à l'homme depuis la nuit des temps. En comprenant en profondeur le sens de la pièce, on mettrait enfin le doigt sur nos faiblesses et les secrets de notre caractère si enclin aux influences néfastes. En exploitant le registre burlesque, transformation progressive d'humain en rhinocéros, le dramaturge montre comment des idées tellement dangereuses comme le nazisme se propagent de manière tellement anodine. L'homme renonce très facilement à ses valeurs. Et on se rend compte au fil de la lecture que toutes les idées, tout le progrès fait par l'homme peuvent être balayés du jour au lendemain. Comme ça. La contagion des idées sournoises connaît une progression d'une rapidité vertigineuse et rétrograde l'esprit de l'homme au stade des instincts bestiaux en quelques heures. Pour justifier la métaphore de la métamorphose des humains en rhinocéros, Ionesco écrit, ouvrez les guillemets, le rhinocéros signifie pour moi ce qu'il y a de plus étranger à l'humain, ce qu'il y a de plus obtus. Le rhinocéros est pour moi l'animal le plus fermé à l'entendement de l'homme, l'être le moins communicant. Fermez les guillemets. Au regard du contexte historique, cette idée de la métamorphose est tombée dans l'esprit de Ionesco au moment où les troupes nazies débarquent en Roumanie. Mais il faut le dire à nos élèves, ce qui est dénoncé ici est avant tout le fanatisme sous toutes ses coutures, et les chemins qu'il prend pour s'imposer à l'homme. Cette dimension de la pièce est absolument intemporelle, et les humains ont été enrégimentés de cette façon au service des idéologies les plus absurdes depuis l'aube de notre histoire. L'esprit grégaire, dépourvu d'analyse critique, bascule en un rien de temps dans une atmosphère chaotique, prête à faire tout le mal du monde. D'un point de vue de psychologie humaine, Ionesco nous a offert de quoi occuper nos petits cerveaux pour longtemps. Mais il y a un autre point que j'estime être le plus grave et qui m'a particulièrement retenu dans cette pièce. Béranger, héros principal qui voit de manière abasourdie ses amis se transformer les uns après les autres, a une conversation avec l'érudit du dard à l'acte 3. Dans la pièce, Béranger, qui n'est pas présenté comme appartenant à l'élite intellectuelle, résiste néanmoins à cette épidémie de rhinocérite et refuse de voir là un élément naturel qu'il faut accepter. Lorsqu'il a la conversation avec Dudard, ce dernier convoque un subtil raisonnement philosophique, qui s'avère être en fait un discours frappé de tous les stéréotypes, pour faire admettre, au nom même de la tolérance, qu'il faut toujours essayer de comprendre avant de condamner ces transformations.
Béranger rejette fermement l'attitude de l'intellectuel, et il a raison. Avec tout son bagage philosophique, Dudar a fini par admettre la même chose que les autres. Cette dénonciation glissée subtilement par Ionesco est d'un grand intérêt. En effet, que des esprits simples soient aisément entraînés dans des idéologies de mort n'est pas tellement surprenant, mais que des intellectuels les soutiennent après avoir convoqué les préceptes philosophiques et tout un arsenal de valeurs humaines, comme la tolérance ici, qu'ils infléchissent dans leur sens, est beaucoup plus grave. Pendant les temps de grande peur, ce n'est pas toujours des esprits de bas étage qu'il faut s'effrayer, c'est surtout de l'attitude de nombre de philosophes et autres penseurs qui, grâce à des contorsions intellectuelles, confisquent la philosophie et la mettent au service de la mort. Rhinocéros de Ionesco le démontre de la manière la plus fine qui soit. Dans le même registre, La ferme des animaux de George Orwell a démontré mieux que n'importe quel reportage ou article de journal la manière dont se passait un coup d'État avec la validation même des sujets, et combien la liberté était une valeur d'une fragilité de cristal. Il y a encore tant d'autres livres du même rang qui ne demandent qu'à être ouverts ou réouverts pour livrer à l'homme les mises en garde contre les itinéraires qui le conduisent au malheur. La lecture intelligente d'une telle pièce de Ionesco est capitale aujourd'hui, à l'heure où l'Europe semble renouer autrement avec ses vieux démons. Les artistes ont un rôle prépondérant à jouer dans le devoir de mémoire. Ils permettent, en figeant certains moments tragiques de l'histoire, de tirer des conclusions universelles grâce à des mises en abîme où l'homme se voit faire. Paul Éluard l'avait compris dès 1939. Nous citons: le temps est venu où tous les poètes ont le droit et le devoir de soutenir qu'ils sont profondément enfoncés dans la vie des hommes, dans la vie commune. Fin de citation. L'implication d'un artiste dans la société de son temps est fondamentale, car son regard n'est jamais celui de tout le monde. L'artiste, qui est un créateur, parvient, grâce à sa touche magique, à révéler la profondeur des choses. Lorsque la petite ville de Guernica dans le Pays basque est bombardée par l'aviation d'Hitler un jour de marché, le carnage qui en a résulté serait passé aux oubliettes sans l'intervention de Pablo Picasso, qui a voulu peindre la tragédie pour que l'humanité se souvienne. Mais au-delà de ce seul désastre, le peintre cubiste représente l'horreur dans sa plus parfaite image, et c'est une bonne chose que les collégiens travaillent chaque année sur un tel tableau. Ils pourraient, à leur tour, devenir des artistes au service des grandes et véritables causes humaines. Stéphane Hessel achève son grand petit ouvrage « Indignez-vous » par ce beau chiasme. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. André Malraux avait donc raison de penser que l'art permet de révéler le mystère des hommes. J'aime beaucoup ce qu'il en dit justement dans Les Voix du silence, lorsqu'il affirme que l'art est un antidestin, à savoir une espèce de cautionnement pour la liberté des hommes, mettant ces derniers dans une situation de parfaite responsabilité. L'art sous toutes ses formes accompagne l'histoire des hommes, observe l'humanité pour ensuite la repeindre dans sa froide nudité. Et nous en avons besoin pour avancer. Ce n'est pas pour rien que les tyrans de tous bords craignent les artistes plus que n'importe quel autre ennemi. J'avais évoqué plus haut Maïmonide, ce grand philosophe juif qui a pensé très juste. Toujours dans son œuvre majeure Le Guide des égarés, il met en évidence dans un chapitre que la perfection intellectuelle demeure la plus véritable et la plus haute de toutes les perfections humaines. Nous le citons. Les philosophes anciens et modernes ont exposé qu'on trouve à l'homme 4 espèces de perfection. La première espèce, qui a le moins de valeur, mais à laquelle les habitants de la Terre emploient toute leur vie, c'est la perfection en fait de possession. Elle renferme ce que l'homme possède en fait de biens, de vêtements, de meubles, d'esclaves, de terres, etc. La deuxième espèce se rattache plus que la première à l'essence de la personne. C'est la perfection dans la conformation et la constitution du corps.
La troisième espèce est, plus que la deuxième, une perfection dans l'essence de l'homme. C'est la perfection des qualités morales. La quatrième espèce est la véritable perfection humaine. Elle consiste à acquérir les vertus intellectuelles. C'est là la fin dernière de l'homme, qui donne à l'individu humain une véritable perfection. Elle appartient à lui seul. C'est par elle qu'il obtient l'immortalité, et c'est par elle que l'homme est réellement homme. Fin de citation. Les propos du Cordouan se passent de commentaires et appellent une profonde mise en question. Sofiane Méziani. Seulement cette classification des espèces humaines ne nous dit rien sur la nature de l'homme. Elle ne répond pas à l'interrogation sur l'essence de l'être que tu poses à l'ouverture de cette réflexion. De plus, cette façon pyramidale de hiérarchiser les genres de perfection en mettant au sommet les vertus intellectuelles ne trouverait pas bon accueil chez un penseur comme Rousseau, pour qui la raison est un instrument de dénaturation de l'homme. Ouvrez les guillemets. Un homme qui médite, dit-il, est un animal dépravé. Fermez les guillemets. Le citoyen de Genève considère que l'être humain, à l'état de nature, est bon, contrairement au penseur anglais Thomas Hobbes, selon lequel l'homme est un loup pour l'homme. Ici, on voit deux conceptions opposées de l'espèce humaine. Rompant avec la conception traditionnelle qui remonte à Aristote, Hobbes estime que l'homme n'est pas par nature un être politique, c'est-à-dire sociable, bien qu'à ses yeux l'individu ne saurait vivre dans une perpétuelle solitude. Pour le théoricien politique anglais, l'homme est un être de désir davantage que de raison. C'est un être en mouvement, prêt à entrer en conflit avec l'autre pour répondre à un intérêt privé, d'où la nécessité d'un contrat social. Nous citons. Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun, affirme Hobbes dans le Léviathan, qui les tiennent tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre. Et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. Fin de citation. L'individu, en l'absence d'institutions politiques, est un être menacé et menaçant. Pour dire les choses simplement, sans contrat social, c'est la guerre civile. La société va venir dompter la nature, autrement dit. L'homme est donc mauvais à l'état de nature et de ce fait, la crainte devient le mobile véritable de socialisation. C'est-à-dire, pour reprendre les mots de Pierre Manant, qu'on pourrait parler du contrat hobbésien comme d'une panique rationnelle. Il n'existe pas aux yeux de Hobbes de sociabilité naturelle. Ainsi, les forces menaçantes de chacun vont être transférées au Léviathan pour qu'elles leur reviennent unifiées, transfigurées et protectrices dans les membres de la force publique. En d'autres termes, on troque sa liberté contre la sécurité. Rousseau, quant à lui, est d'un tout autre avis. Aussi déclare-t-il dans son second discours « N'allons surtout pas conclure avec Hobbes que pour n'avoir aucune idée de la bonté, l'homme soit naturellement méchant. » Il lui reproche d'avoir analysé l'homme qu'à partir de ce qu'il avait sous les yeux, et surtout de lui avoir transposé des qualités et des facultés qui, au regard de Rousseau, ne sont activées qu'à l'état social. Bien entendu, il ne nie pas le fait que l'homme soit pourvu de désirs, de passions, de méchanceté. Il constate seulement qu'il les possède en puissance et non en acte à l'état de nature. Ainsi, à l'état primitif, n'ayant aucun rapport avec ses semblables, les désirs de l'homme restent limités à ses besoins élémentaires. À ce stade, deux sentiments, selon Rousseau, animent l'être humain. L'amour de soi et la pitié. Le premier est un sentiment naturel qui lui permet de veiller sur sa conservation. Le second l'incite à partager la souffrance de son prochain. On connaît à ce propos la notoire formule de Rousseau affirmant que l'homme à l'état de nature est un animal bête et borné. Bête car aucune dimension rationnelle ne l'anime. Borné car ses désirs n'outrepassent pas les frontières de ses besoins. Ainsi, vit-il en paix avec lui-même et les autres, car dénué de passion et de raison, d'autant que ses relations sociales, en cet état primitif, demeurent épisodiques. Toute l'œuvre de Rousseau est essentiellement axée sur l'étude de l'homme.
ouvrez les guillemets. Notre véritable étude est celle de la condition humaine, fermez les guillemets, lit-on au début de l'Émile, avant d'ajouter au livre 5, ouvrez les guillemets, il importe fort peu d'avoir écrit un roman. C'est un assez beau roman que celui de la nature humaine. Fermez les guillemets. Plus précisément, sur l'étude du passage de l'homme naturel à l'homme civil. Seulement, comme le constate l'un des spécialistes de Rousseau, Robert de Raté, il existe deux types d'hommes naturels chez l'auteur du Contrat social. L'homme naturel vivant dans l'état de nature, celui du second discours, et l'homme naturel vivant dans l'état de société, celui de l'Émile. Le premier étant borné aux pures sensations, au seul instinct physique, le second, lui, est un homme au sens plein du terme. Rousseau ne s'arrête pas là. Il distingue aussi deux types d'hommes civils, le bourgeois et le citoyen. Sa pensée est, on le voit, bien plus que complexe et nuancée qu'on ne le croit. Il faut donc se garder de toute conclusion hâtive. Le bourgeois, c'est l'homme prisonnier du regard de l'autre, qui se nourrit de l'opinion d'autrui. Il vit dans l'apparence et l'artifice. Le citoyen, lui, est certes un homme dénaturé qui ne vit plus à l'état de nature, mais qui a été élevé à la vertu par des institutions sublimes. C'est à partir de cette distinction que Rousseau formule sa problématique, qui est « il faut opter entre faire un homme ou un citoyen ». Plus clairement, il s'agit de faire un choix entre la nature et la société, entre la bonté naturelle de l'homme et la vertu du citoyen. Même si Rousseau considère dans un premier temps que la société corrompt l'homme et le dénature, il n'en vient cependant pas à inviter, contrairement aux idées reçues, un retour à l'état primitif et sauvage, car, à ses yeux, à l'état de nature, ses qualités et ses facultés comme la raison, la conscience, l'imagination sont en puissance, en sommeil, et ne s'actualisent qu'en société. De plus, ce qui, selon lui, distingue l'homme de l'animal, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire cette capacité de se détacher des codes de la nature et de faire le choix de son existence. À l'état de nature, l'homme n'exploite pas toutes ses virtualités. C'est la vie sociale qui lui permet de les activer et ainsi de faire, selon les mots du contrat social, d'un animal stupide et borné un être intelligent et un homme. Au fond, l'entreprise philosophique de Rousseau dans son étude sur l'homme vise essentiellement à définir les critères permettant de distinguer l'homme authentique de l'homme artificiel. Dans ses écrits, le mot « nature » est entendu tantôt dans le sens d'originel, d'essentiel, tantôt dans le sens de naturel, d'authentique. Cependant, Rousseau cherche à découvrir l'homme dans son authenticité davantage que dans son essence. Il veut plus clairement faire tomber les masques. Tu as évoqué à ce propos la question de l'art, et là aussi il se montre très critique. D'ailleurs, on connaît sa fameuse condamnation du théâtre dans sa lettre sur le spectacle. L'art, selon lui, s'oppose à la nature. Il produit l'artifice. Qu'est-ce le talent de comédien ? L'art de se contrefaire, répondit-il, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est. Ainsi, si la société déprave l'homme, c'est parce qu'elle amène les individus à substituer dans leur attitude le paraître à l'être, à représenter dans la vie sociale des sentiments qu'ils n'éprouvent pas dans leur cœur. La pensée de Rousseau, ici, fait parfaitement écho à un aphorisme du prophète, sur lui paix et bénédiction de Dieu, qui invite l'homme à la sincérité et à la transparence. Ouvrez les guillemets. Dieu ne regarde ni votre corps, ni vos apparences. Il regarde votre cœur. Fermez les guillemets. C'est cet art de feindre, donc, qui nuit à la vie sociale. Ouvrez les guillemets. Tout se réduisant aux apparences, tout devient factice et joué. Fermez les guillemets. Le seul art qui vaille au regard de Rousseau, c'est celui qui empêche l'homme social d'être tout à fait artificiel, celui qui l'élève à la vertu par la discipline collective. Finalement, l'homme est-il bon, comme selon Rousseau, ou mauvais, comme selon Hobbes, par nature ?
À mon sens, encore une fois, ni l'un ni l'autre. Ce qu'il détermine, ce n'est ni la bonté ni la méchanceté, mais la contradiction. C'est un être complexe dont l'humanité n'est pas offerte. Elle s'acquiert au prix d'un perpétuel effort, d'un laborieux travail intérieur. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle dans la tradition musulmane le djihad, que certains ont fallacieusement réduit à la guerre. C'est un être qui s'humanise en permanence. À ce propos, comme le remarque Michel Sony dans son entretien philosophique avec Alexis Filonenko, l'une des principales leçons des Misérables de Victor Hugo nous apprend à travers ses personnages que l'humanité n'est pas donnée de façon systématique. On devient humain. Javert, par exemple, est au départ antipathique avant de devenir sympathique au dernier moment quand il renonce à arrêter Jean Valjean. Ce qui anime l'homme au préalable, cela dit, c'est la tension entre le bien et le mal, le corps et la conscience, le cœur et la raison. L'homme est un être en chantier au départ. Il ne devient humain qu'après un long travail d'édifice intérieur.